Et alors sinon, pour le sujet qui nous amène aujourd'hui, très intéressant, et je pense qu'il va parler à pas mal de product managers. Et clairement, l'origine de ce sujet, c'est Valentin qui a, comme beaucoup, vécu un gros gap entre la belle théorie qu'on peut lire dans des bouquins type Inspired de Marty Kagan et la réalité, la réalité du produit en entreprise, ou dans 90%, disons, des entreprises. C'est quelque chose qu'on a tous vécu, déjà, d'essayer d'expliquer le métier de product manager à ses proches et souvent de se rendre compte que c'est assez compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que Valentin avait rejoint Mano Mano. Parce que Mano Mano qui fait du produit, disons, by the book, avec une belle culture produit. Et malgré ça, il a quand même retrouvé au sein des équipes, en tout cas entre les équipes produits et les équipes business, un désalignement. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de commencer à travailler sur un super framework qu'il va nous présenter aujourd'hui, le framework Pulse. Et écoutez, il vous en parlera bien mieux que moi. Donc, on va laisser encore un petit peu les gens se connecter. Valentin, je vais te laisser prendre la parole et partager ton écran. Yes, carrément. Merci pour cette intro. Euh, Écoute, tu me dis quand tu veux que je On dit commence. déjà 157 personnes dans le chat, ça s'est vite rempli en 3 minutes, donc pas de pression, mais tu as déjà une belle audience. Ok. Pas de pression surtout. En attendant, dans le chat, vous pouvez aussi vous présenter, bien sûr. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. On les regroupera à la fin. On prendra 15 minutes pour faire un peu de questions-réponses. Mais n'hésitez surtout pas à vous présenter, dire dans quelle boîte vous bossez. Ça nous intéresse. Et écoute, Valentin, je pense que tu peux commencer. Ok, et go. Déjà, merci de m'accueillir, Pierre, et je suis ravi d'être là pour vous présenter la clarification du rôle du product manager au sein de Mano Mano. Et on va se lancer dans le vif, peut-être pour donner un peu de contexte. Moi, ça fait plus de 8 ans que je fais du produit dans des organisations très variées. D'abord, une aventure entrepreneuriale en sortant d'école, où je passais quasiment la moitié de mon temps à faire du code. Ensuite, chez Blablacar, on était aux alentours de 600, avec une dimension design super importante parce que c'était quasiment l'innovation pure comme produit. Après, j'ai rejoint Clustry avec un effectif d'une cinquantaine de personnes et un accent très fort sur la data science, maintenant comme composante. C'était une solution d'intelligence artificielle pour aider les grands groupes dans leur mobilité transverse. Et du coup, maintenant, chez Mano Mano, où là on est 1000, il y a une grosse dimension business qui est propre aussi au secteur de l'e-commerce. Donc des expériences assez diverses, mais à chaque fois, mon fil conducteur, c'est que j'ai essayé de rejoindre des équipes produits, en particulier des personnes qui m'inspiraient beaucoup, que ce soit Rémi Guyot chez Blablacar, Martin Boudge chez Clustry, ou, euh, ou justement Amandine Dur, ou par exemple, ou d'autres chez Mano Mano. Et malgré tout, alors Pierre, juste peut-être vous mutez, j'entends des petits klaxons chez vous. Euh, Effectivement, on a des petits problèmes de localisation. Pas Je de me mute tout souci. de suite. Et malgré tout, en fait, j'avais quand même cette question, une question assez basique, mais que j'avais du mal à résoudre, qui était, mais en fait, c'est quoi un PM? Et quand je dis c'est quoi un PM, globalement, c'est quoi sa mission, c'est quoi son rôle, et s'il y avait genre 3 best practices à retenir, ce seraient lesquelles? Et tant que je n'avais pas répondu à cette question, j'avais du mal à me dire que je faisais bien mon métier. C'est comme si je me disais, OK, je suis joueur professionnel de tennis, mais je ne connais pas les règles pour gagner un point. Et je voyais bien que c'était dur de se raccrocher au métier du product management de manière classique, ou plutôt ce qu'on appelle chef de produit, parce que l'industrie du digital l'avait totalement disrupté. Et je pense pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est la scalabilité qu'elle permet. Avec des toutes petites équipes, on peut arriver à toucher des millions d'utilisateurs. Et donc, ça a un impact très fort sur les stratégies de monétisation. Le deuxième, c'est la vitesse d'itération. On voit qu'on est capable de réajuster le tir au fur et à mesure de ce qu'on livre. Et donc, dans une industrie plus physique, comme par exemple une voiture, si on fait une erreur, on va devoir rapatrier tous les véhicules et c'est hyper cher. Nous, le luxe qu'on a, c'est qu'on peut faire un produit qui n'est pas totalement parfait au début et ensuite, on va pouvoir le réajuster en apprenant des utilisateurs ce dont ils ont besoin, ce qui va nous permettre de faire un produit qui
naturellement, va répondre à leurs attentes. Et tout ça, c'est permis grâce à une capacité de traquer tout ce qui se passe. Toute action sur le site laisse une trace. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un niveau de compréhension extrêmement précis de nos utilisateurs, pas seulement dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils font. Et ce métier, il a aussi été profondément marqué par des nouveaux courants de pensée qui mettent en avant le pouvoir de la collaboration, que ce soit le design thinking et la mise en avant d'outils collaboratifs pour rendre justement cette collaboration fructueuse, et le courant des équipes décentralisées qui montre au-delà de l'efficacité, l'impact que ça a sur la motivation d'avoir des équipes avec une structure hiérarchique plus horizontale. Donc, tous ces nouveaux courants et ces nouveaux éléments, ils apportaient des principes qui étaient fondamentalement nouveaux. Et toute cette littérature produit, elle en parle beaucoup. Mais il y en avait tellement qu'au bout d'un moment, moi, je me sentais un peu noyé et je n'avais plus à extraire quel était l'important du superflu. Et surtout, j'avais du mal à avoir une vision claire, mais au fond, c'est quoi ma mission? Donc, ça ne m'aidait pas trop à rassurer ma famille sur ce que je faisais, à expliquer à mes collègues sur ce qu'était mon métier. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en février 2021, j'ai rejoint Mano Mano, qui était une entreprise vraiment solide et avec une communauté produit très forte. Il y a plus de 40 PM. Je crois que c'est une des équipes produits les plus fortes, en nombre en tout cas, en France. Et il y a une communauté d'anciens qui sont passés par Mano Mano qui est gigantesque. Et des gens assez connus, que ce soit Pierre Fournier, Amandine Dur, Olivier Courtois, Chloé Martineau, Clément Caillol, et j'en passe. Donc je me disais, s'il y a bien un environnement dans lequel je vais pouvoir répondre à toutes ces interrogations, c'est ici. Et patatras, en septembre 2021, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, ces zones grises autour du rôle, elles créent des frustrations. Côté business, parce qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi on a autant de principes. Ils les trouvent rigides et ils les trouvent non alignés avec les enjeux réels de l'entreprise. Et quand ils poussent pour avoir plus de flexibilité, ça crée des frustrations côté produit qui ont eu l'impression de plus travailler de manière propre, plus by the book. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, cet environnement, c'est l'endroit parfait pour arriver à toucher du doigt l'essence du produit. Parce qu'on a d'un côté une équipe produit qui est très mature sur le produit by the book, et de l'autre, une équipe business qui est assez pragmatique et qui, en l'occurrence, ne se laisse pas faire. Et donc, on va pouvoir arriver à trouver les bonnes délimitations pour voir, en fait, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on soit assertif et sur lequel il ne faut pas transiger, versus quels sont les éléments sur lesquels il faut plutôt être flexible. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à aller discuter avec des gens assez seniors côté produit de l'entreprise pour essayer justement d'avoir cette réponse à mes questions. C'est quoi notre mission et ce serait quoi les quelques best practices à garder en tête? Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point, en fait, ce n'était pas évident de répondre à ça. Et donc, j'ai continué ce périple, j'ai continué à interroger des gens et de fil en aiguille, c'est devenu un projet à l'échelle de l'entreprise. Et donc, ce que je vais vous partager, c'est le fruit d'un an de travail qui m'a pris entre une demi-heure et une heure tous les jours, et où j'ai interviewé une trentaine de personnes côté produit dans nos équipes, mais aussi des influenceurs de la communauté produit pour prendre un peu de recul, et une trentaine de personnes côté business, parce que dès le début, il y avait cet objectif de créer un alignement entre le produit et le business. Autrement, ça serait juste un cadre théorique en plus, mais qu'on ne pourrait pas appliquer. Et bon, petit disclaimer, mais si je suis là pour en parler, c'est un peu un faux spoiler, mais c'est que cet alignement, il a été trouvé entre les équipes produits business à tous les niveaux de la hiérarchie, jusqu'au CEO, pour savoir comment est-ce que le produit pourrait avoir le plus d'impact. Et je crois que c'est une des forces de ce projet, c'est que ce n'est pas une vision romantique ou idéalisée du produit, au sens que ce n'est pas le produit qui auto-définit son rôle avec tous les biais que ça peut avoir. Là, c'est vraiment l'entreprise qui, dans son ensemble, essaie de voir quelle est la place juste du produit pour essayer d'avoir le plus d'impact. Et donc, on s'est aligné sur 3 assets. Le premier, c'est les mythes. Qu'est-ce que le product management n'est pas? Le deuxième, c'est notre mission et les best practices. Donc, qu'est-ce que c'est? Et enfin, le framework Pulse pour comment mettre en place ces best practices au sein de son équipe. Je ne vais pas m'attarder sur la partie best practice, purement best practice, parce qu'on va les voir en creux dans les mythes et on va le voir aussi dans le framework Pulse sur comment est-ce qu'on va les implémenter.
Mais si vous voulez vraiment l'exhaustivité de la réflexion, vous pouvez aller sur mes articles qui sont publiés sur mon LinkedIn ou sur mon Medium. Donc, je vous propose qu'on se lance sur les mythes avec cette question un peu provocante. Et si vos plus grosses convictions étaient vos plus grands pièges? Derrière ça, en fait, je me suis rendu compte en faisant ces interviews, c'est que ce qui nous empêchait côté produit à voir vraiment clair sur notre rôle, c'était des principes sur ce que ça devait être, mais qui n'étaient pas assez profonds et qui, du coup, nous obscurcissaient vers plus de clarté. Et ces principes, pour arriver à faire le tri, on va prendre un peu de recul et distinguer le pourquoi du comment. Le pourquoi, c'est pourquoi est-ce qu'on a embauché? C'est quoi notre rôle? Et donc, c'est notre mission. Et vous allez voir, elle est très basique. C'est de conduire les évolutions de produits vers les objectifs de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est une mission dans laquelle tout chef de produit, même hors digital, pourra s'y reconnaître. La spécificité du digital, c'est la manière d'y arriver. Pour autant, c'est super important d'avoir cette mission en tête parce que c'est elle qui va nous aider à distinguer ce qui est une best practice de ce qui est ce que j'appelle un mythe. Et du coup, le comment, c'est ces stratégies, ces outils qui nous permettent d'arriver à ce que notre mission soit successful. Et c'est là que la pagaille commence un peu. Donc, moi, je vais me concentrer sur les 5 plus gros mythes qui, je pense, créent de la confusion dans nos cerveaux et nous empêchent d'y voir clair sur notre métier. Le premier, c'est que le product management, c'est d'être user-centric. Pour moi, c'est une mauvaise compréhension de notre rôle. Le designer, une de ses grandes missions, c'est d'apporter fortement la dimension utilisateur à l'équation. Le business owner, c'est d'apporter la dimension business à l'équation. Et nous, c'est de trouver le match qui permettra d'aller vers les objectifs de l'entreprise. Et il n'y a pas une dimension qui est plus importante que l'autre, parce que soit on a un produit qui n'est pas utilisé, et dans ce cas-là, c'est un échec, soit on a un produit qui ne va pas dans le sens de l'entreprise, et c'est aussi un échec. C'est tout autant un échec. Donc, pour moi, en fait, la raison pour laquelle on en est arrivé à ce genre de phrase, c'est 2 raccourcis. Le premier, c'est vrai que la plupart des produits, si c'est un échec, c'est parce que l'utilisateur ne s'en est pas servi. Et donc, on se dit, on va commencer par l'utilisateur pour ne pas gaspiller du temps. S'il se trouve qu'il n'en veut pas, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Et je crois que, mais il faut quand même distinguer avec, c'est pas pour autant que c'est la dimension la plus importante. Et c'est pas pour autant non plus que c'est la dimension sur laquelle on va passer le plus de temps. Par exemple, sur le scope promotion chez ManoMano, on sait que les utilisateurs ils veulent des prix plus faibles. Donc là où on va vraiment se concentrer, c'est pour arriver à trouver des mécaniques business qui font qu'on va avoir des prix plus bas, mais que d'un point de vue rentabilité, ça va encore le faire pour nous. Et ça ne veut pas non plus dire aussi qu'on va tout prioriser par rapport aux plus gros besoins utilisateurs. Pareil, dans un contexte de profitabilité comme beaucoup de startups doivent avoir, on ne va pas forcément prendre les plus gros problèmes, mais les problèmes utilisateurs sur lesquels on va pouvoir réussir à tirer le plus de marge et être rapidement profitable. Donc, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre par rapport aux besoins de l'entreprise. Le deuxième, c'est que le product management, c'est de l'innovation. L'innovation, par définition, c'est de créer quelque chose de nouveau sur le marché. Et ça se justifie totalement quand on essaye de se différencier. Et donc, il faut vraiment être trop clair sur où est-ce que j'ai envie de me différencier pour mettre mes efforts dessus. Parce que l'innovation, ça prend beaucoup de ressources. C'est incertain, c'est long. Et sur tout ce qui est un peu qui gravite autour, peut-être que la meilleure stratégie, c'est juste de copier les best practices et de l'appliquer à notre cas pour pouvoir utiliser toutes nos ressources sur l'endroit où on a envie de se différencier. Donc, typiquement, chez ManoMano, on va vouloir utiliser plus de ressources d'innovation sur comment vendre un produit technique en ligne plutôt que comment réinventer l'expérience de paiement. Donc, c'est de savoir où placer ses efforts d'innovation. Le troisième, c'est que le product management, c'est du long terme. Alors oui, c'est important d'avoir du long terme pour avoir un cap et éviter d'avoir l'effet godille qui ferait un peu du surplace. Le sujet, c'est qu'on le voit, on est pour la plupart, je pense ici, dans des entreprises qui soit vont devoir trouver une profitabilité d'ici les 2 prochaines années, soit vont devoir se refinancer. Donc, on voit bien qu'on n'a pas d'un côté le long terme qui est noble et le court terme qui est sale, on a juste le court terme qui est notre survie, et sans elle, on ne peut pas réfléchir long terme. Donc, il faut qu'on arrive à trouver au sein de nos quarters, de nos roadmaps, le bon équilibre entre le besoin de court terme et de long terme de notre entreprise par rapport à sa situation.
Le quatrième mythe, c'est que le product manager, c'est celui qui prend toutes les décisions. Et je crois qu'il y a quelque chose de très rassurant à se dire qu'il y a une personne qui se sent honneur du sujet et qui aura le pouvoir de le faire avancer. Mais nous, ce qu'on voit, ce qu'on a vu chez Mano Mano, c'est en donnant ce genre de pouvoir à des gens, ils finissent par moins écouter leurs interlocuteurs parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir trancher. Et ça se ressent dans la qualité d'écoute, ça se ressent dans le produit qui du coup devient sous-optimal et du coup qui crée des frustrations légitimes auprès des autres interlocuteurs. Le système pour lequel on est plus aligné chez Mano Mano, c'est d'avoir un produit dont le rôle est de proposer, mais pas d'imposer. On a un quatuor avec produit, design, tech et business, et chacun a le droit de veto. Et le produit, lui, son rôle, c'est d'être cet effet moteur et cet effet de chef d'orchestre. Et ça a 3 effets bénéfiques. C'est qu'on a une équipe qui se comporte comme une équipe et non comme des personnes qui sont en friction les unes avec les autres, que chacun est obligé de beaucoup plus écouter les besoins de l'autre et que chacun doit monter la qualité de ses raisonnements pour pouvoir embarquer les autres dans leur vision. Donc, ce n'est pas prendre toutes les décisions, c'est de s'assurer que les meilleures décisions soient prises. Et nous, je vous ai exposé notre système. Et enfin, le dernier mythe, c'est que le product manager, il ne peut pas s'engager sur des délais. Et c'est sûr que dans le product management, il y a une part qui est très incertaine, qui est celle qu'on appelle la discovery. Savoir est-ce que les utilisateurs, ça va leur plaire. Et pour autant, quand on est dans des structures qui commencent à être assez nombreuses, type Mano Mano, on est 1000, chacune de nos actions côté produit, elles ont des répercussions. Et des besoins, du coup, pour ces équipes d'anticipation, que ce soit les équipes marketing, commerciales ou même techniques pour des dépendances ou même pour des plans de staffing. Et donc, il faut changer de mindset pour se demander, OK, comment est-ce que dans ce contexte-là, j'arrive à apporter plus de visibilité? Et je crois qu'il y a 2 points. Il y a déjà, avant de se lancer dans une roadmap sur laquelle on va s'engager, il y a beaucoup de l'incertitude qu'on peut dérisquer. Nous, par exemple, avant de mettre quelque chose dans notre roadmap, il faut qu'il y ait une exploration technique et que ça ait été user-testé. Et s'il reste du risque, parce qu'il en reste toujours pour voir est-ce que l'utilisateur il va prendre ou pas, on va laisser une time box pour pouvoir faire plusieurs itérations. Et l'autre pendant, c'est que tous les projets ne sont pas des projets d'innovation. À nouveau, donc on n'a pas une incertitude tout le temps. Il y a des éléments sur lesquels, modulo une certaine marge de manœuvre, on peut s'engager sur des délais avec une confiance raisonnable. Donc, c'est de changer de mentalité pour essayer de donner toujours le plus de visibilité possible. Donc, maintenant qu'on a vu un peu ce que n'est pas le product management et qu'on s'est un peu libéré de ça, je vous propose de parler du framework Pulse, qui est comment est-ce qu'on arrive au sein de son équipe à mettre en place les meilleures pratiques produits. Le constat, c'est qu'en tant que PM, quand on arrive dans une nouvelle entreprise ou une nouvelle équipe, la situation de départ, elle peut être très frustrante. On peut être avec des stakeholders qui ne comprennent pas notre rôle et qui ont l'impression que, en fait, nous, on est là pour exécuter, transmettre les idées qu'eux, ils ont. Et il y a une tentation assez forte qui est d'abandonner. Ça, c'est un post que j'aime beaucoup d'une personne qui dit que voilà, il est tombé amoureux de la philosophie du product management. Mais en fait, la réalité, c'est que 97% des entreprises, elles ne le comprennent pas. Et du coup, tout ce qu'elles demandent, c'est qu'on délivre des fonctionnalités. Et du coup, au bout d'un moment, il a arrêté d'essayer de se battre et il a juste délivré les fonctionnalités qu'on lui demandait. Et le résultat, il est plus heureux apparemment, il est moins stressé et il a un super salaire. Et je pense que c'est le piège. C'est le piège pour l'entreprise parce que du coup, elle n'optimise pas l'impact qu'elle pourrait avoir. Et pour nous, en tant que PM, parce que c'est un contexte qui est quand même intellectuellement beaucoup moins riche. Et l'objectif de la méthode Pulse, c'est de trouver un chemin pour aller vers ces best practices sans que vous abandonniez en cours de route. Parce que ça va être fait en douceur plutôt qu'en confrontation. Et je crois que la clé pour y arriver, c'est d'apporter de la valeur depuis le début. Donc, on va se positionner dans un schéma un peu fictif, mais je pense qu'on l'a tous connu, qui est on arrive dans une équipe qui n'a pas eu de PM depuis 3 mois. Il y a une liste de fonctionnalités qui commence à déborder du backlog. Et tout ce qui sort crée un peu de la frustration parce que ce n'est pas exactement ce qui avait été demandé, ce n'est pas arrivé à temps, qu'il y a quelques bugs. Et vous arrivez et on s'attend à ce que vous résolviez tout ça. Il y a une approche que j'utilisais qui était
OK, déjà, je vais essayer de bien comprendre tout le périmètre, je vais comprendre tous les besoins, je vais essayer de clarifier quel est le besoin le plus important sur lequel commencer. Et une fois que je l'ai, on va le creuser en profondeur et on va trouver la meilleure solution. Le problème, c'est qu'en parallèle, la pagaille, elle continue. Parce que tout ça, ça prend du temps et ça délivre rien pendant un certain moment. Et donc, ça crée facilement du conflit avec, d'un côté, les gens business qui sont là, les gars, juste, j'ai besoin que vous délivriez. Et de l'autre, côté produit, moi, je me retrouve à dire, en fait, mollo, faut pas que ça transige sur les best practices côté produit. Et je crois que l'équilibre entre les deux, c'est de réaliser que ça passe par un chemin. Et c'est le chemin Pulse en 5 étapes. La première étape, c'est de faire uniquement le passe-plat entre le business et la tech. C'est vous traduisez un besoin business en spécification tech design. Vous vous assurez ensuite que ça arrive en temps et en heure avec le bon niveau de qualité. Et ensuite, vous suivez la fonctionnalité pour voir est-ce que c'est une réussite, un échec par rapport à nos objectifs. Et du coup, est-ce qu'on itère ou est-ce qu'on s'arrête? Et là, on est en plein dans ce que Marty Kagan dénigre et appelle la delivery team ou ce qu'on appelle aussi être project manager. Et c'est clairement pas la situation la plus épanouissante. Mais au moins dans cette étape, on a fluidifié le fonctionnement de l'équipe. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est de prendre les solutions qu'on nous donne et d'aller chercher quel est le besoin business derrière. Donc, on va faire de la maïotique et aider nos interlocuteurs business, ça peut être les 5 why ou ce qu'on veut, à comprendre quel est le besoin sous-jacent. On va prendre tout ça, on va enrichir l'idée de solution qu'ils nous avaient donnée. On va l'enrichir avec soit du benchmark, soit de la créativité en interne et s'assurer que ces solutions, elles sont cohérentes avec le reste du produit et la vision vers laquelle le produit veut aller. Donc là, maintenant, on est capable de créer des fonctionnalités qui répondent à des besoins réellement. Mais est-ce qu'on est en train de travailler sur les bons besoins? Et c'est là où on va maintenant travailler sur la couche de priorisation en collectant tous les besoins, toutes les contraintes, tous les objectifs de tous nos stakeholders. Et c'est vraiment important de bien le faire et que ce soit perçu, que ce soit bien fait. Autrement, toute la priorisation qui suivra, elle n'aura aucune légitimité. Ensuite, on essaye de donner une manière assez visuelle pour que tout le monde puisse se rendre compte de la big picture et se rendre compte de toutes les choses qui gravitent autour de ce scope, qui ne sont pas seulement, eux, leurs attentes. Et à partir de là, on va pouvoir proposer une priorisation. Je pense que ça aide d'avoir une North Star métrique qui indique clairement le cap. Néanmoins, je ne pousse pas du tout pour avoir des méthodologies très rigides, type un RICE. Je trouve qu'à partir du moment où on a fait les étapes précédentes et qu'on se rend compte de chaque feature, le potentiel qu'elle peut avoir et combien elle coûte, globalement, il y a pas mal d'évidences qui ressortent de ce moment-là. Donc là, maintenant, on a une étape où on est capable de sortir les meilleures fonctionnalités par rapport à toutes les opportunités qu'on a en tête dans l'entreprise. Le problème de ça, c'est que souvent en interne, ça manque d'imagination. Ça sent un peu le renferme. Et du coup, on va essayer de s'ancrer un peu plus dans l'utilisateur pour amener un peu de nouvelles idées. Et à nouveau, en étape, on va essayer de comprendre les besoins utilisateurs très profondément grâce aux outils qualitatifs, quantitatifs. Une fois qu'on les a extraits, on va les connecter à nos objectifs business parce qu'on est dans une étape, là encore, où notre priorisation se fait beaucoup par une North Star métrique business. Mais justement, la troisième étape, c'est de commencer ce travail d'éducation à se dire, nous, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, bien sûr, on a des objectifs par rapport à nos finances, par rapport à nos actionnaires, mais aussi par rapport à nos utilisateurs. Donc, il faut que ça se retranscrive dans nos outils de priorisation. Donc, si on utilise une North Star, on va essayer de faire ressortir des métriques de satisfaction utilisateur au sein de nos North Star métriques. Et maintenant qu'on a une vision globale de notre scope et qu'on est capable de faire les meilleures fonctionnalités par rapport aux opportunités qu'on voit, la dernière étape, c'est de se permettre de penser plus ambitieux. Et pour ça, c'est de voir au-delà du quarter, qui est souvent un peu l'unité de mesure qu'on a dans nos entreprises. Et donc, c'est de travailler à une vision commune avec les différents membres de l'équipe, ce qui nous permettra du coup au sein de chaque quarter de trouver le bon équilibre entre les éléments stratégiques donc qui participent au long terme et les éléments tactiques qui permettent au court terme. Et si cette vision elle est puissante, elle va servir aussi à nourrir
l'entreprise au-delà de notre unique scope. Donc, si on résume, l'enjeu, c'est toujours de livrer les meilleures fonctionnalités, mais d'abord par rapport à une solution qu'on nous donne, ensuite par rapport à un besoin identifié, puis par rapport à l'ensemble des opportunités qu'on connaît en interne, puis par rapport à l'ensemble des opportunités de manière plus générale, et enfin en se permettant d'être vraiment ambitieux parce qu'on regarde au long terme. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Nous, chez ManoMano, on a 2 enjeux maintenant. C'est d'insérer tous ces principes dans nos rituels, parce que c'est encore assez récent cette officialisation. Et typiquement, par rapport au framework Pulse, ça peut servir pour évaluer la maturité produit de chacune de nos équipes pour définir des plans d'action pour améliorer la maturité de l'équipe produit au global. Et cette participation en participe, ouvrir ce raisonnement à l'externe pour avoir les retours d'autres entreprises, voir comment est-ce qu'elles travaillent et venir nourrir nos propres réflexions pour améliorer notre manière de faire du produit, toujours de manière collaborative avec nos business owners. Donc voilà, là on est vraiment à la fin de la présentation. Donc ben voilà. Merci de m'avoir écouté et on peut partir sur les questions ou les commentaires. Super, merci beaucoup Valentin. C'était très efficace comme présentation. Et bah, d'ailleurs, j'ai ma première question qui me vient, mais on va poser toutes vos questions dans le chat, hein, vous en faites pas. Mais finalement, ce que tu as fait un peu, c'est un peu d'inverser le framework classique dans lequel on essaie de converger. Finalement, le framework, il part des solutions et il diverge petit à petit vers d'autres opportunités. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, ce n'était pas forcément une question, c'était plus pour résumer un peu de manière globale ce que tu viens de nous montrer. C'est finalement ce côté commencer avec des solutions et petit à petit intégrer les opportunités business internes, puis les opportunités de business au global. Et c'est ce que je veux dire, c'est que finalement, on converge, on diverge finalement quasiment. Ouais, carrément. C'est en tout cas essayer de ne pas faire l'absolu propre dès le début, quitte à créer des frictions, parce que je crois que notre rôle en tant que chef d'orchestre, le bien le plus précieux qu'on a, c'est la qualité de la relation avec nos différents stakeholders. Et donc, essayer de faire du produit tout de suite, de l'absolue propreté, c'est le risque de casser cette relation. Et après, c'est très dur de la retrouver. Et donc, d'accepter que ce soit plus progressif. Et donc, c'est pour ça d'accepter finalement d'être dans cette position un peu inconfortable au début de passe-plat, comme tu disais. Et effectivement, ça inverse un peu le framework classique. Mais sans s'en résigner non plus, parce que c'est aussi le piège qui peut facilement arriver. On va passer aux questions de l'audience. Alors, juste rapidement, avant, on va vous soumettre un petit sondage sur Slido. Donc là, vous allez voir sur l'écran normalement voilà, le sondage avec le QR code si vous souhaitez participer. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point votre métier de PM est-il compris au sein de votre entreprise, hein, donc vraiment par les équipes, par les C-level. Est-ce que vous devez évangéliser tous les jours sur ce que c'est qu'un PM ou au contraire, vous êtes dans une boîte assez mature sur le product management. Donc, curieux d'avoir vos retours. J'en profite également pour vous rappeler, à ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà, ce que c'est que The Product Crew. The Product Crew, aujourd'hui, c'est une communauté qui rassemble plus de 10 000 personnes, product managers, product designers, product marketing managers, product ops, tous les métiers du produit et également maintenant des ingénieurs qui nous ont rejoints. Et cette communauté, donc, on essaie d'apporter beaucoup de valeur, comme vous l'avez vu, avec des webinars, avec du contenu, pour vous aider à accélérer dans votre carrière. Et également, côté startup, c'est ce qu'on propose, hein, c'est des sprints de recrutement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes candidat en recherche ou à me solliciter si vous êtes une startup qui cherche à staffer son équipe produit. Il y a Sarah qui va vous mettre tous les liens dans le chat et je suis disponible pour qu'on échange là-dessus, évidemment. Alors, déjà, voyons. Alors, apparemment, premier résultat du sondage, on est un peu sur une note moyenne de 3. Donc, à voir ce que les gens mettent derrière, effectivement. Mais ouais, on a quelques personnes, en tout cas, qui estiment qu'elles sont dans une super boîte produit. J'aimerais bien savoir dans quelle boîte, des gens qui ont voté 5, dans quelle boîte vous évoluez. Et sinon, on va commencer par prendre les questions. Effectivement, on a une belle courbe de Gauss sur ce sondage. Alors, les questions qui sont revenues, c'était notamment sur la partie, sur ton étape numéro 3. Alors, j'essaie de les retrouver sur l'alignement.
Est-ce que tu aurais des tips et des tricks justement pour la phase où il s'agit de display the big picture dans la phase 3? Quels outils tu utilises en fait pour aligner les équipes tout simplement? Ouais, l'outil que j'utilise le plus, c'est l'opportunity tree. Donc, c'est très concrètement, c'est un arbre Miro, moi j'utilise, avec d'abord la mission. Ensuite, quels sont les, les deux grands objectifs qu'on cherche à atteindre? Donc là, j'essaie de clarifier quel est le KPI, parce que souvent, le rendre visible, ça permet de clarifier beaucoup de discussions. Et après, quelles sont les grandes directions et au sein de chacune de ces directions, quelles sont les idées de projet? Donc les grandes directions, souvent, c'est les grandes opportunités parce que ça va être les grands problèmes qui sont identifiés. Et les opportunités et ensuite les initiatives, ça va être des débuts de solutions. Donc voilà, c'est essayer d'avoir sur un doc assez visible tout l'enchaînement des étapes. Et idéalement, quand vous pitchez une initiative, vous pouvez vous servir de ça pour remonter jusque la source. Ok, très clair. Donc, Product Opportunity Tree. Alors, une question aussi qui était revenue. Après, ça, c'est vraiment pour la partie alignement, pour que tout le monde ait la vue d'ensemble sur tous les sujets. Ensuite, au moment de la priorisation, une chose que j'essaie de faire, c'est d'anticiper combien de temps est-ce qu'on pense passer sur chaque sujet et de mettre les pourcentages de bande passante. Et en fait, rien que ça aide énormément à faire déjà les premiers gros trade-offs. Parce que souvent, dans les scopes, il y a plusieurs objectifs. Et déjà, à dire bah, cet objectif, on y alloue 40%, celui-là 60%, ne serait-ce que d'avoir fait ça, c'est un énorme filtre sur les projets qu'on peut pouvoir prendre euh, à cet endroit-là. Également, une question qui est revenue un peu sur les stakeholders que tu incluais dans ton process. Il y a une question de Mathieu qui nous demande si tu inclus si tu collabores chez Mano Mano avec des product marketers et si oui, est-ce qu'ils sont impliqués dans le research sur la phase de Uncover notamment. Et également une question de Julien qui nous demande si tu as intégré les techs quelque part dans cette boucle et même dans tes interviews pour aller créer ce framework. Ouais, alors, sur la partie Product Marketing Manager, on n'a pas ce rôle à proprement parler. On a un rôle qui s'appelle le Business Owner et qui a certains éléments du rôle de Product Marketing Manager. Quoique je ne connaisse pas très bien ce rôle parce que je n'ai jamais travaillé avec des Product Marketing Managers. Mais donc, on a un Business Owner par équipe dont le but est de centraliser les besoins business de son équipe pour avoir un interlocuteur qui connaisse très bien les enjeux à la fois business et produits avec lequel on peut avoir un dialogue nourri. Néanmoins, nous, on voit au début, on avait un système avec un seul business owner par équipe. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va plutôt dans une direction où maintenant, on va avoir plusieurs business owners qui chacun vont représenter des équipes. Parce qu'autrement, on retrouvait un peu un système de téléphone arabe où bah, il essaie de comprendre les besoins d'une autre équipe et après nous les transmet. Et quand nous, on veut discuter avec lui, bah, ce n'est pas totalement clair et on ne trouve pas la solution optimale. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je trouve qu'il y a un enjeu à trouver entre avoir un interlocuteur avec qui on pourra échanger en continu et qui connaît bien notre scope et le fait d'avoir quand même des contacts vraiment nourris avec des spécialistes de leur discipline, quitte à en avoir plus, qui nous permettront d'avoir une meilleure connaissance des enjeux business. Et ensuite, pour la partie technique, en fait, c'est vrai que par rapport à ce framework, l'enjeu que j'ai vu dans ces dernières années, il est un peu moins côté tech, parce que sans doute parce que ça fait partie vraiment d'une même équipe dans le noyau dur. Tous les matins, on se voit, il y a les rituels qui sont déjà très en place. Et je crois surtout que le rôle de chef de produit, là où il y a le plus de friction dans sa conception, c'est la délimitation avec le rôle du business. Et c'est pour ça que là, on s'est vraiment concentré sur cette partie-là. Et donc, par exemple, dans ces phases d'entretien, il n'y a pas eu d'entretien avec les gens vraiment développeurs. Pour autant, si je me rappelle la suite de la question, c'est complètement implicite que la tech fait partie de l'équipe à part entière et qu'on va essayer de la mettre
à toutes ces phases de la discussion. Quand on parle vraiment de ces 5 étapes, à chaque fois, on essaye d'avoir ce quatuor qui est embarqué totalement dans la discussion. Alors, également, une question qui est revenue, c'est sur justement l'application de la méthode. Est-ce que tu dois reprendre le framework pour chaque projet, disons, étape par étape, ou est-ce que tu peux cherry-pick un peu comme dans une boîte à outils, les étapes dont tu as besoin, sans appliquer toutes les autres? Alors, ce n'est pas trop une étape de je prends un projet et je vais passer par les 5 étapes. C'est plutôt imaginer un onboarding en arrivant dans une équipe. C'est plutôt se dire, bon, bah, au début, je n'ai pas assez de vision sur quels sont les vrais besoins. Du coup, bah, tant pis, je délivre des solutions. Et j'espère que ça va durer juste quelques semaines, le temps que je prenne ce recul pour arriver à une meilleure connaissance des besoins et que là, maintenant, je sois capable de crash tester les besoins et trouver les bonnes solutions. Ensuite, à nouveau, j'espère prendre plus de recul pour plus être dans le flux, dans le jus de l'opérationnel, pour maintenant être capable de présenter une vision d'ensemble et être sûr de travailler sur les bons besoins. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Ce n'est pas à chaque projet, je fais les 5 étapes, c'est plutôt progressivement, je prends le recul qui me permet de bien faire les choses. Ok, donc en théorie, c'est plus s'aligner sur une manière de bosser. Tu n'as pas forcément à revenir sur ce framework une fois qu'il est bien intégré par tout le monde. Ou est-ce que toi, tu penses que ça vaudrait quand même le coup de repasser dessus, par exemple, une fois par an, histoire que tout le monde soit aligné, avec notamment les nouveaux entrants? En fait, là où ça peut valoir le coup, c'est typiquement pour refaire un sanity check, pour se dire, au fait, elle en est où la maturité de mon équipe en ce moment? Parce qu'il y a des moments où on fait une vision et c'est clair et on drive tout par rapport à ça. Et puis, 6 mois plus tard, toutes les initiatives, tout le souffle qu'on avait créé de cette vision, et c'est un peu dégonflé. Et on se retrouve qu'on est retourné dans une logique où on fait un peu besoin par besoin. Et donc, on se dit, OK, mince, en fait, il faut qu'on retrouve cette prise de hauteur. Et je trouve que c'est super utile. Là, je le vois en transition pour manager des personnes. C'est hyper utile pour aider un PM à prendre conscience de où est-ce qu'il en est sur son parcours de product manager. Et c'est utile aussi pour éduquer les business owners, pour leur dire, OK, en fait, aujourd'hui, la valeur que vous extrayez d'un PM, c'est celle-là, mais ça pourrait être beaucoup plus. Parce que souvent, les PM, les business owners, quand ils vont voir une situation où on est au niveau 1 et on est juste le passe-plat, ils vont être très contents. Alors, bien sûr, il y en a qui vont se dire on pourrait faire mieux, mais dans plein de situations, ils vont dire bah, c'est pas si mal finalement. Euh, et en leur exposant les autres étapes, eh ben, ça leur permet un peu de faire une maïotique aussi au niveau de l'organisation, de se dire ah ouais, en fait, ça m'intéresserait si ce PM était capable d'aller plus loin. Une question qui est revenue également. Alors, c'est un peu plus spécifique, disons, mais qu'est-ce que tu penses des objectifs très top-down, les chiffrés, par exemple, recruter X milliers d'abonnés cette année, euh, sachant que c'est des objectifs qui sont plus ou moins faciles à découper en opportunity tree ou en OKR. Mais est-ce que toi, tu trouves ça réaliste, en fait, comme approche, tout simplement, de se fixer des objectifs chiffrés de cette manière? Bah, j'ai l'impression que si on ne nous donne pas d'objectifs chiffrés, on va nous dire, ah bah les gars, du coup, vous nous donnez des moyens de ce qu'il faut faire et vous nous privez de notre liberté de trouver quel est le juste chemin pour arriver à ces objectifs. Donc, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on nous donne des objectifs, par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont été créés de manière réaliste? Et c'est là où est-ce qu'ils sont purement top-down ou est-ce ils sont venus se nourrir d'une remontée du terrain pour voir quel est le plausible et l'ambitieux. Donc, je crois que l'équilibre, il est là. Et je crois qu'un autre équilibre à trouver, c'est est-ce que ces objectifs, ils arrivent à bien représenter la double dimension utilisateur-business? Ce que je vois parfois, c'est des PM qui disent, bah, en fait, pour moi, le rôle du produit, c'est de trouver l'expérience idéale pour l'utilisateur par rapport aux contraintes business qu'on nous donne. Sauf que moi, je trouve que ce système, il ne marche pas parce que si on me dit, bah, demain, il faut que tu fasses plus 300% sur les revenus d'advertising, en fait, je suis déjà pieds et mains liés pour arriver à faire une expérience utilisateur qui soit bonne. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est qu'au moment où le top de la hiérarchie est défini quels sont les grands enjeux et les grands métriques, qu'il y a un équilibre entre les enjeux utilisateurs et les enjeux business. Très clair. Il y a une question qui est revenue également.
Alors, je pense que c'est dû effectivement au contexte des boîtes par lesquelles tu es passé. Donc, clairement, il y a quand même des équipes produits assez importantes. Est-ce que tu penses que ce framework qui peut être utile à un first product manager, ou en tout cas un product manager qui est seul? Et d'ailleurs, une question un peu sous-jacente, qui est plus sur ton feeling. Est-ce que tu penses que un first product manager peut être épanoui dans son boulot, comme, comme tu cherchais à le montrer avec ta méthode? Ouais, c'est marrant parce que j'ai mon cousin qui vient de rejoindre une entreprise en tant que First Product Manager. Et justement, euh, pour l'aider, je passais vachement par ces 5 étapes. Parce que je crois que c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes enjeux. Tu arrives dans une équipe où c'est juste qu'au lieu d'être dans une FT, dans une feature team, c'est juste à l'échelle de l'entreprise. Où tu vas avoir le directeur marketing, le directeur commercial, le directeur des ventes qui vont avoir plein de demandes par rapport à l'équipe technique. Tu vas avoir un CTO qui va faire office de passe-plat, qui va faire sa propre priorisation. Et, euh, et au bout d'un moment, si l'entreprise, elle veut un product manager, c'est qu'elle sent un besoin d'apporter déjà euh, peut-être plus de stabilité dans les process et aussi justement peut-être qu'elle sent il y a des pratiques qui permettent tout ce qu'on a vu, cette maïotique et essayer d'être plus rationnel dans les prises de décision plus que au fait il y a cette idée, on la prend. Donc je crois que oui totalement et par rapport au côté est-ce qu'on peut être épanoui, je crois que le vrai enjeu c'est à quel point est-ce qu'on aime être les mains dans la mouise et que les choses hésitèrent rapidement. À quel point est-ce qu'on aime être dans un contexte de product market fit pour essayer de trouver une solution innovante parce qu'on doit convaincre les gens de venir sur notre produit? Ou est-ce qu'on préfère avoir un rôle plus de chef d'orchestre avec des grandes équipes et être plutôt dans des logiques d'itération continue à optimiser plutôt que vraiment essayer de craquer un gros sujet from scratch? Mais je crois que c'est très personnel à chacun et c'est juste des enjeux très différents. Effectivement, c'est pas du tout le même contexte. Et d'ailleurs, par rapport à ton contexte mano mano, aujourd'hui, est-ce que toi tu dirais que ce framework, tu le recommanderais, en tout cas tu pousserais pour que toutes les équipes l'appliquent, ou est-ce qu'il y a des équipes en fonction de leur niveau de maturité qui peut-être serait moins pertinent pour elles? Euh, je pense que ça peut être utile à l'échelle de l'entreprise de se servir déjà à minima pour faire un audit de la maturité de ses équipes produits et de voir où sont les zones d'amélioration. Après, je crois qu'il y a quand même plein de frameworks qui existent. Le but, c'est clairement pas d'imposer à des équipes des manières de faire. Je crois que justement, ce qu'on est en train de dire par rapport aux équipes décentralisées et que quand on a des hiérarchies un peu plus horizontales où on laisse le soin aux gens de trouver leurs bons outils, ils sont plus motivés, ils sont plus efficaces. Je crois que ça s'applique aussi du coup au framework. Et c'est de le proposer. Et si les gens ils voient vraiment de la valeur, ils l'appliqueront d'eux-mêmes. Et si ils ne l'utilisent pas, mais que, imaginons, je suis head of product et je vois une équipe qui est seulement au niveau 2 et qui ne l'applique pas, je vais peut-être essayer de crash tester et comprendre pourquoi. Et peut-être que du coup, ils vont m'aider à soit améliorer le framework, soit à me rendre compte que ce n'est pas pertinent dans tous les cas. C'est très intéressant. Écoutez, je pense qu'on va arriver au bout du temps. Là, ça fait déjà 45 minutes. Après, on va laisser aller tout le monde déjeuner. Mais en tout cas, je compte sur les PM qui ont écouté cette présentation pour aller dès lundi prochain sur le bureau, dans le bureau de votre CEO et proposer de mettre en place la méthode, voir si on peut avoir des applications concrètes. Et ça pourrait être l'occasion peut-être d'ici quelques temps de faire un retour d'expérience avec des gens qui auraient appliqué ta méthode, Valentin. Bah ouais, avec grand plaisir. Si vous avez des retours, là vraiment, c'est l'objectif moi dans lequel je vais rentrer pour pouvoir itérer dessus et avoir quelque chose d'encore plus solide. Super, en tout cas, merci encore. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser une note entre 0 et 5 dans le chat pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et j'espère aussi compter sur un maximum de personnes demain à la même heure pour le Grand Rex avec Rémi Guyot sur son bouquin Discovery Discipline. À ne pas C'était, louper. ouais, j'espère que tu seras là, Valentin, également. Bien, je vous souhaite une bonne journée à tous.
Bah, merci beaucoup et bonne journée à vous aussi. À très bientôt.